D'être connecté pour ce webinaire de la Chambre de commerce de Martinique en mutualisé avec la Chambre des îles de Guadeloupe et la Chambre de Guyane. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur la thématique de Sainte-Lucie. Comment faire du business à Sainte-Lucie? C'est la question que l'on va traiter cet après-midi. Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir l'ambassadeur de France à Sainte-Lucie, Monsieur Francis Etienne, qui va intervenir en premier. Par la suite, nous aurons l'intervention d'une collaboratrice de la Chambre de commerce de Martinique, conseillère en développement international, Madame Laurence Lapuche. Suivra l'intervention de Monsieur Franck Annette, chef d'entreprise de Martinique, qui va faire un retour d'expérience très concret sur ses activités, le développement de ses activités à Sainte-Lucie. Et enfin, nous finirons avec l'intervention de Cédric Populo, conseiller international à la Chambre de commerce, basé à Sainte-Lucie, qui va nous présenter la prochaine mission de prospection de la Team France Export Antilles-Guyane à Sainte-Lucie en 2024. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite et je vais demander à monsieur l'ambassadeur de démarrer avec son intervention. Je vous laisse commencer, monsieur l'ambassadeur, et vous avez une petite dizaine de minutes pour nous faire un panorama de la destination Sainte-Lucie. Merci beaucoup. Merci, Madame Pujard, et bonjour à toutes et à tous. Un grand merci aux deux CCI qui se sont jointes pour cet exercice que j'appelle évidemment de mes voeux parce qu'il arrive à son heure. Alors, 10 minutes pour insister sur trois éléments. D'abord, le potentiel vu de l'ambassade, on va parler de chiffres. Ensuite, les risques et les contraintes identifiées, on va parler de faits. Et enfin, les conseils à vous donner, on sera pratico-pratique. D'abord, le potentiel. Le potentiel à celui de Sainte-Lucie, c'est celui de ce qu'on appelle un petit État insulaire en développement. Et aujourd'hui, c'est une catégorie qu'il faut connaître parce qu'elle permet d'identifier assez clairement le terrain. Ce sont des États de petite taille qui ont des ressources naturelles limitées, qui ont une base économique étroite, en l'occurrence le tourisme à 85%, une grande distance par rapport aux marchés principaux, même si en l'occurrence la Martinique et la Guadeloupe font un peu exception. Et enfin, et on reviendra sur ce facteur-là, une vulnérabilité particulière aux aléas climatiques. Le potentiel, pour moi, il est significatif pour Sainte-Lucie parce que les chiffres en attestent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Deux choses. D'abord, un certain nombre de données macroéconomiques qui sont, à mon avis, incitatives. Le premier, c'est le PIB. Le PIB est en croissance. On se retrouve aujourd'hui en 2023 avec un peu plus de 2 milliards de dollars. Vous pouvez continuer, monsieur l'ambassadeur. Alors, je crois que nous avons perdu monsieur Francis Etienne. Il y a dû y avoir un souci de connexion. Ah, il est toujours là. D'accord. Alors, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez réactiver votre micro, s'il vous plaît? Normalement, c'est bon. Vous pouvez continuer. Bon. Voilà. Donc, on vient de vivre 2 années, si je puis dire, importantes de récupération et la tendance se poursuit, où en 2021, le PIB a augmenté de 12%, en 2022 de 15%. Cette année, la croissance du PIB est attendue à 3% et en 2024, elle est anticipée par le Fonds monétaire à un peu plus de 2,2%. Premier facteur. Deuxième facteur, c'est l'inflation. Évidemment, à Sainte-Lucie comme ailleurs, l'inflation est réapparue quand on prend la moyenne des prix à la consommation. Mais ce qu'il faut remarquer ici, c'est qu'elle ne mange pas tout. Elle a surgi en 2022 à plus 6,4%, mais déjà cette année, elle va régresser à 3,5 à 3,6%, et elle doit tomber, selon les prévisions, en dessous de 2% en 2024. Évidemment, ça relativise la réalité de la croissance, mais c'est plutôt moins qu'ailleurs, et notamment chez nous. Troisième facteur, le taux de chômage. Il est lui aussi en baisse depuis 2021, où il était monté à 19%, il est aujourd'hui aux alentours de 15%. Quatrième facteur, la dette publique. Elle est importante parce qu'elle conditionne les accès au crédit. Or, la dette publique modérée
est une réalité ici quand on la rapporte au PIB. On est aux alentours de 75% en 2023 et on va y rester en 2024. Mais on était monté à 94% en 2020. Et si vous regardez la France métropolitaine aujourd'hui, on est à 112%. Donc, en la matière, ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre en termes de capacité d'endettement pour le gouvernement de Sainte-Lucie et c'est quelque chose de très important. Il en fera très certainement usage en 2024 parce que la balance des paiements courants est négative et qu'il aura besoin de financements complémentaires. Mais il y a une chose qu'il faut remarquer tout de suite et qui est importante dans la discussion qui intervient avec les banquiers, c'est que Sainte-Lucie est le seul pays de l'OECO à n'avoir jamais, je dis bien jamais, restructuré sa dette publique. Ils sont, en la matière, bons gestionnaires. Voilà pour rapidement les critères des données macroéconomiques. Et puis, il y a évidemment les chiffres du commerce bilatéral. Et là, il y a deux choses à retenir. Ce sont des chiffres modestes, mais ils sont favorables, c'est-à-dire qu'ils sont pour nous en excédent du côté français ou du côté martiniquais et guadeloupéen. Bilatéralement d'abord, donc entre France et Sainte-Lucie, les échanges commerciaux sont à 13,7 millions d'euros en 2022. Ils étaient à 13,5 en 2021, selon les douanes. Et le solde est positif pour nous, à 8,9 millions en 2022, à 6 millions en 2021. Sur les 9 premiers mois de 2023, on est à 8,7 millions d'échanges pour un solde positif de 5,6. C'est une petite baisse en 2023 par rapport à 2022, mais ça reste très favorable. Et puis surtout, et c'est ce qui nous intéresse en premier, vu des CFA, les échanges sont évidemment modestes en taille, puisque avec la Martinique, on est à 2 millions d'euros en 2022, mais avec un solde positif d'un peu plus de 500 000 euros, alors que l'année antérieure, en 2021, c'était un déficit de 2 millions sur 3,2. Évidemment, pour la Guadeloupe, les chiffres sont plus limités, ce qui se traduit pour moi par le fait de dire que la marge de progression est considérable. Dans les chiffres que j'ai pu trouver, il y a moins de 30 000 euros d'échange entre la Guadeloupe et Sainte-Lucie. La part de Sainte-Lucie maintenant, quand on la rapporte au commerce extérieur de la Martinique, que je prends en exemple parce qu'il est le plus significatif, elle est marginale. Elle ne représente que 2,8% des exportations et 0,26% des importations hors métropole et hors Drôme. Là aussi, ce que j'en déduis moi, c'est que la marge de progression est réelle. Enfin, dernier élément de cadrage en ce qui concerne le potentiel. En termes d'investissement direct français, il y a 3 noms qui occupent la scène et on retrouve la Martinique. Le groupe Bernard Ayot, qui a récemment racheté Saint Lucia Distillers, qui est la seule distillerie de Sainte-Lucie. Ensuite, UGP Ban, qui possède plusieurs plantations et qui exploite plusieurs plantations de bananes. Et enfin, Ruby, pour le premier réseau de stations-service de l'île. La soixantaine de stations-service qu'on trouve à Sainte-Lucie sont, dans une très très grosse majorité des cas, celles de Ruby. Il y a une vraie présence française et martiniquaise à Sainte-Lucie et elle a vocation à se renforcer. On a notamment un projet d'investissement très important en ce moment, en cours de négociation, qui touche la production d'électricité avec Hydrogène de France pour un investissement de 150 millions d'euros. Les risques et les contraintes. Ça, ce sont des éléments classiques que je voudrais citer pour un peu cadrer les conditions générales d'activité. Alors, je distingue deux choses, les risques et puis ensuite les contraintes. Mais les contraintes, on verra que ce sont des capacités d'agir en termes de coopération. Les risques, ils sont classiques, c'est les fluctuations de la croissance au-delà de 2024, parce qu'actuellement, elles s'expriment plutôt en termes de tassement. Ensuite, les pressions inflationnistes. Et enfin, les perturbations du marché financier. Là, il n'y a rien de nouveau, mais ce n'est pas non plus spécifique à Sainte-Lucie. Les contraintes, qui sont des domaines potentiels de coopération, j'en distingue 5. D'abord, Sainte-Lucie a un réservoir très limité d'expertise technique, sauf en matière juridique. Ça veut dire qu'on manque d'experts et de techniciens à peu près dans tous les domaines. C'est vrai dans le secteur public comme dans le secteur privé, et à mes yeux, c'est un formidable terrain de coopération en termes de formation. Deuxièmement, je l'ai déjà évoqué, la vulnérabilité aux catastrophes naturelles.
Mais ça veut dire que sur les systèmes d'alerte, sur les dispositifs d'intervention, sur la protection des écosystèmes, des lignes côtières, des réserves halieutiques, il y a plein de choses à faire. Et donc, ça n'est pas en soi quelque chose d'insurmontable. Troisièmement, la disponibilité du crédit pour les PME. Elle existe, mais elle exige du temps. Il y a des procédures qui sont un peu lentes, mais qui permettent d'aboutir. Quatrième contrainte, le cadre légal, notamment en matière de cadastre. Il est compliqué. Et donc, les conditions de propriété sont à éclaircir quand on veut investir à Sainte-Lucie. Et enfin, cinquièmement, sur les infrastructures, il y a à dire que sur le routier, il y a des problèmes. Les infrastructures routières sont de qualité médiocre. En revanche, en ce qui concerne l'électricité, le réseau d'électricité, le coût de l'électricité, à 1 $ Caraïbe le kilowattheure, ça nous fait 40 centimes d'euros. Ou en ce qui concerne la disponibilité d'Internet, les choses sont bonnes. Et donc, sur les infrastructures digitales, on peut travailler efficacement. J'en arrive à mes 3 conseils et je tiens sur mes 10 minutes. Ils sont très simples, sachant que dans le public auquel je m'adresse, vous êtes normalement à 90% des très petites entreprises ou des moyennes entreprises et que vous vous consacrez largement au marché intérieur, ce qui est tout à fait logique. Je voudrais, moi, vous encourager à venir voir à Sainte-Lucie. Alors, si vous venez à Sainte-Lucie, il y a 3 choses à faire. D'abord, avant de venir, et je souligne et je surligne, avant de venir, identifiez vos interlocuteurs. Ne jamais débarquer sans préparation. L'ambassade est toujours là pour vous conseiller, toujours là pour vous accueillir, c'est notre rôle, mais ça ne sera pas aussi efficace qu'une préparation ex ante. La deuxième chose, c'est dans tous les cas de figure de privilégier le B2B. C'est essentiel pour bien cerner les possibilités, les partenariats, les conditions de production, les conditions de commercialisation, etc. Et notamment si vous voulez jouer l'emploi des jeunes, pour lesquels le gouvernement actuel à Sainte-Lucie déploie des dispositifs, mais il faut rentrer dans le détail de ces dispositifs. Et troisièmement, prendre conseil sur le contexte juridique de vos affaires, parce que la complexité juridique est réelle. Alors, je l'ai dit, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'expertise disponible. En clair, il y a beaucoup de cabinets d'avocats, il y a beaucoup de structures type consulaire auxquelles on peut faire appel, mais il faut faire les choses avant d'arriver sur place. Et si avec tout ça, je ne suscite pas vos questions, je serai complètement passé à côté de mon objectif. J'espère qu'il y en aura beaucoup et j'espère surtout qu'on peut vous attendre. J'ai tenu en 10 minutes. Super, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. C'était très clair. On a noté les 3 conseils, les recommandations. S'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas. Nous prendrons le temps d'y répondre. Là, tout de suite, je crois qu'il n'y en a pas. Donc, on va continuer avec l'intervention de madame Lapu Laurence, conseillère en développement international à la Chambre de commerce de Martinique. Bonjour, bonjour à tous. Donc, comme vient de le dire Stéphanie, je suis conseillère en développement international à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Et je suis spécialisée du coup dans le marché caribéen. Et je vais donc m'évertuer à mettre en exergue dans le délai imparti les opportunités de marché que représente Sainte-Lucie. Donc, juste tout d'abord pour recontextualiser les choses, Sainte-Lucie, c'est une économie qui est située au centre de la Caraïbe orientale, ce qu'on appelle plus communément les Petites Antilles, donc entre la Martinique au nord et Saint-Vincent et les Grenadines au sud. Et Sainte-Lucie fait partie de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, mais également du CARIFORUM. Et donc, en faisant partie, hein, elle bénéficie, ça lui confère un certain nombre d'accords commerciaux. Avec une population d'environ 179 000 habitants, Sainte-Lucie a la plus grande population parmi les États membres, je précise, les États membres de l'Organisation de la Caraïbe orientale. L'économie de Sainte-Lucie, elle est avant tout basée sur les services et notamment le secteur, principalement le secteur du tourisme, et ce qui contribue à environ 10% du PIB. Et la performance du secteur du tourisme est liée à 2 facteurs clés.
Tout d'abord, l'amélioration du transport aérien à Sainte-Lucie et également l'augmentation du nombre d'escales de navires de croisière depuis 2018. On peut noter également une expansion de la transformation agroalimentaire. On entend tout ce qui est boissons, nourriture, papier, carton, métaux fabriqués, composants électriques, électroniques, meubles, farine, aliments pour les animaux. Et on a également une expansion par rapport à l'agriculture, le commerce de gros, de détail. Et on a aussi cette volonté du gouvernement qui a approuvé une stratégie nationale d'investissement et notamment d'investissement étranger. L'autre point clé en termes d'opportunités de marché, c'est le secteur de l'énergie renouvelable. C'est un élément clé dans les opportunités de marché à Sainte-Lucie. En effet, le gouvernement s'est engagé à pouvoir produire 35% d'électricité à partir de sources renouvelables à travers le NETS. Donc, c'est la stratégie nationale de transition énergétique. Et pour finir, le point sur lequel j'aimerais insister, c'est le fait que, de façon générale, les investisseurs s'accordent à dire que Sainte-Lucie représente de nombreuses opportunités d'investissement. Des investissements qui sont prévus par le gouvernement dans les projets d'infrastructure notamment, tels que le réaménagement de l'aéroport international d'Evanora, ou bien de la ville de Castries, ou encore la construction de l'autoroute de la côte Est. Et ce sont des éléments clés qui pourraient conduire un regain de dynamisme de l'activité de Sainte-Lucie d'un point de vue économique à court, mais également à moyen terme. Voilà pour mon intervention. Donc, du coup, je vais laisser la main à mon collègue, Cédric Populo. Alors, on va plutôt passer à Monsieur Annette. Merci beaucoup, Laurent, pour cette intervention. Il y a pas mal de questions d'ores et déjà, mais je pense qu'on va laisser Monsieur Annette s'exprimer avant de reprendre les questions au fur et à mesure. Donc, je laisse la parole à Monsieur Franck d'entreprise martiniquais qui va nous partager son expérience de développement à Sainte-Lucie. Bonjour à tous et à toutes. Je parlerai dans un premier temps de mon expérience en alimentation, puisque je suis d'abord un détaillant. Et devant la demande grandissante des produits français sur Sainte-Lucie, j'ai jugé bon d'intervenir il y a 30 ans dans la nouvelle marina de Rodney, où j'ai monté un mini-market qui s'appelait le Marché de France. Alors, nous étions confrontés aux problèmes de fret, bien entendu, au problème du transport de la marchandise, transport des gens également. Ce n'est pas toujours facile, évident, de se déplacer de Martinique vers Sainte-Lucie, mais en fait, il y avait des ouvertures. Et pour vous parler, c'est une expérience que j'ai menée depuis, on va dire, plus de 28 ans. L'épicerie fine se trouvait dans la marina de Rodney, et on devait travailler avec les moyens du bord, les transporteurs qui étaient présents, qui n'étaient pas nombreux, mais il y a une grosse demande. Et maintenant, j'ai attaqué le secteur du service, parce que j'ai ouvert il y a 3 mois une laverie automatique, qui est la première de l'île. Et bien entendu, on a été confronté à des problèmes de lecture des billets. Bon, on a réglé ce problème en Europe, dans des villes européennes. Et Sainte-Lucie est la première des îles, avec cette ouverture, à avoir la connexion pour la lecture des billets au ICS. Alors, dans pas longtemps, je sais que je serai confronté à un autre problème de lecture des billets, puisque la reine-mère ayant disparu, on devra changer les billets. Bon, on verra. Bon, voilà. Alors, s'il y a des questions, je serai heureux d'en répondre. Mais en tout cas, pour
témoigner de mon expérience pratique sur l'île. Je peux dire que Sainte-Lucie a un fort potentiel parce que il y a 30 ans, Sainte-Lucie n'était pas toute la partie nord-ouest de Sainte-Lucie n'était pas développée comme maintenant. Il y a de plus en plus d'investisseurs étrangers qui arrivent. Comme Monsieur l'ambassadeur dit, il faut savoir un petit peu avec qui on veut travailler, hein, faire le B2B, hein, parce qu'il faut savoir qu'en termes d'investissement, vous avez toujours des contraintes administratives et légales, à savoir votre participation. Hein, souvent, c'est 51-49%, c'est le cas. Ça dépend des secteurs. Donc, au dernier tour de table, vous n'avez pas toujours le dernier mot. Donc, il faut savoir à qui vous faites affaire. Quoi d'autre? Je serais plus porté sur les questions-réponses. Voilà, en tout cas, c'est ma maigre participation dans l'investissement sur Sainte-Lucie. Je dois dire que j'ai participé à plusieurs meetings sur les projets d'agrandir les relations commerciales entre dans la Caraïbe. Je ne suis pas toujours satisfait de ces résultats. Mais il faut dire qu'on est des petites îles avec de forts potentiels, puisque le monde entier nous envie hein, de venir pour la qualité de vie. Je reste, pour ma part, je reste bien positif et puis pour des lendemains meilleurs. Voilà. Merci, Monsieur Annette, pour votre témoignage et votre contribution. Donc, à nouveau, n'hésitez pas à laisser vos questions dans le chat et nous y reviendrons. Je vais laisser la parole à Cédric Populo, conseiller en développement international de la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique, qui est basée à Sainte-Lucie et qui va présenter la mission commerciale qui se prépare et qui va avoir lieu en 2024, plus exactement en février. Donc, je laisse M. Populo vous en parler et si vous êtes intéressé, nous vous invitons à nous contacter après ce webinaire pour de plus amples informations. Hop. Bonjour à tous, pour ceux qui sont situés de ce côté de l'Atlantique. Bonsoir pour ceux qui sont situés de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, je me présente, je suis Cédric Populo, je suis conseiller en développement international à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique et je suis basé à Sainte-Lucie, à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Sainte-Lucie, depuis un peu plus d'1 an. Donc, Stéphanie, la slide suivante, s'il te plaît. Donc, je vais vous présenter la mission commerciale. Hop. Donc, alors, les dates retenues pour cette mission commerciale, c'est du 25 février au 1er mars. Donc, la mission aura vraiment lieu du 26 février au 29 février, mais pour des contraintes de bateau et de programmation de déplacement, on arrivera à Sainte-Lucie le dimanche soir, et on repartira le vendredi matin. Donc, il faut savoir que c'est une mission commerciale mutualisée entre les différentes CCI des départements français d'outre-mer, donc la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. On est sur une mission multisectorielle, donc quel que soit votre secteur d'activité, vous pouvez prétendre à participer à la mission. Donc, les objectifs de cette mission, c'est d'améliorer les échanges entre les territoires d'outre-mer et Sainte-Lucie. On veut également tendre vers une construction de relations commerciales pérennes. Donc, elles sont déjà existantes, mais on veut les pérenniser et en construire d'autres. On voudrait également proposer à nos entreprises de nouvelles possibilités de courant d'affaires. Et bien sûr, il y aura la possibilité de rencontrer les acteurs du secteur privé, donc tout ce qui est association, chambre de commerce, Invest Saint-Lucia, Export Saint-Lucia. Donc, ce type d'agence institutionnelle. Donc, après, en termes de tarifs, donc on est sur un tarif à 1 400 € par entreprise participante. Donc, ça inclut une coordination générale, une aide à la recherche de financement, si bien sûr votre structure est éligible au financement disponible. Donc, il y aura également une mise à disposition d'une fiche pays sur Sainte-Lucie. Il y aura une animation d'un atelier de préparation. On aura également une organisation de rencontres d'affaires B2B, des organisations de visites d'entreprise, tout ce qui est cocktail de networking pour la cérémonie de clôture et tout ce qui inclut la gestion de la logistique sur place, donc le transfert entre le port, l'hôtel, également l'activité qui sera prévue lors de cette mission commerciale.
Alors là, je vais vous présenter un programme prévisionnel. Donc, comme je vous disais, il y a 2 slides environ. L'arrivée à Sainte-Lucie se fera certainement le dimanche soir aux alentours de 20h45 par bateau. Donc, le lundi, étant donné l'arrivée tardive du dimanche, la matinée est libre. Lundi après-midi, cérémonie d'ouverture. Le mardi, pendant toute la journée, vous aurez justement une première session de rencontre d'affaires B2B. Donc, le mercredi, ce sera une journée qui sera plus ou moins réservée aux activités. Le jeudi, on retourne sur des rencontres d'affaires B2B. Le vendredi soir, il y a la cérémonie de clôture et le cocktail de networking. Vendredi matin, retour vers Fort-de-France, Pointe-à-Pitre pour ceux qui viendront de la Guadeloupe, avec un départ aux alentours de 8 heures de Castries. Donc voilà à peu près le contenu prévisionnel de la mission commerciale. Donc là, vous avez les différents contacts. Donc, selon justement votre région d'origine, n'hésitez pas à nous contacter. Si jamais vous n'êtes pas positionné sur l'un des territoires d'outre-mer, vous pouvez contacter n'importe qui et on sera capable de répondre à vos questions. Donc, on va remettre la page des contacts. Allez-y, n'hésitez pas à prendre note. Donc, bon, vous pouvez toujours me contacter sur mon adresse mail et je vous ferai un retour ou bien mes différents collègues selon, on va dire, vos affinités avec les départements d'outre-mer si vous n'êtes pas originaire de l'un d'entre eux. Merci beaucoup, Cédric. Merci à toi, Stéphanie. Alors, je vais vérifier les questions. J'espère que tout est clair pour vous. J'avais identifié des questions et j'espère que Monsieur l'ambassadeur, Madame Lapu, Monsieur Annette, vous pourrez donner des éléments de réponse. Alors, Monsieur Antoine Marin qui demandait, pouvez-vous identifier, je pense que ça s'adresse à Monsieur l'ambassadeur, quels seraient les investissements prioritaires à considérer à Sainte-Lucie? Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, sans problème. Alors, la volonté du gouvernement actuel, c'est de revenir sur les infrastructures. Il y a un gros problème d'infrastructure et d'ailleurs, la deuxième intervenante l'a mentionné, à la fois les routes, les infrastructures aéroportuaires, mais aussi les infrastructures digitales de gestion, c'est-à-dire la gestion des ports, la gestion des aéroports, la gestion des douanes. Ça, c'est un domaine dans lequel on est sûr qu'il va y avoir des investissements. On attend, alors on devait l'avoir pour la fin de l'année, on l'aura plutôt au début de l'année prochaine. Donc la mission va intervenir à un bon moment. On attend des précisions de ce point de vue-là du ministre qui est chargé justement des infrastructures, Stephenson King, avec une perspective à 2030, donc sur les 6 années à venir. Maintenant, moi, ce que je peux ajouter, c'est qu'en matière de tourisme, il y a toujours un problème à régler qui est lié à l'importance de ce service, de cette activité de service, c'est la formation. Donc, pour ceux qui s'intéressent à la formation technique, que ce soit celle des chefs, celle du service hôtelier, celle de la gestion hôtelière, toutes les activités liées à l'hôtellerie-restauration, c'est un domaine dans lequel on manque encore, je dirais, de progression qualitative. Et puis, il y a un autre secteur qui est aussi prioritaire, c'est celui de l'agriculture. Sainte-Lucie est autonome à hauteur de 10% de ses besoins. 10%. Elle importe 90% de ce qu'elle a besoin d'avoir pour se nourrir. C'est la volonté qu'a le gouvernement aujourd'hui de relancer les productions de fruits, les productions de légumes. Et là-dessus, toutes les expertises, et j'ai déjà accueilli des agriculteurs ou des organisations d'agriculteurs qui cherchent à rencontrer des collègues à Sainte-Lucie, des égaux. Il y a un travail immense à faire avec les problèmes que ceux de Martinique et Guadeloupe connaissent bien. Parce que faire de l'agriculture dans une île aussi volcanique et aussi montagneuse que Sainte-Lucie n'est pas facile. Alors, il y a un domaine où on assiste à des développements intéressants, c'est tout ce qui touche l'aquaculture et ce qu'on appelle la Blue Economy. La Blue Economy, ça inclut aussi le fait qu'on s'intéresse à ce qu'il y a sous l'eau, les ressources halieutiques, la culture des algues, mais aussi sur l'eau, c'est-à-dire les bateaux et tout ce qui permet aux bateaux de fonctionner.
Donc, dans toute la partie mécanique, entretien des bateaux, modernisation des structures, il y a évidemment de quoi investir ici. Modernisation de tous les dispositifs pour la pêche, c'est certainement un secteur dans lequel il y a de quoi faire. J'ai eu l'occasion d'intervenir au lycée professionnel de Néris il y a quelques jours. Je sais l'intérêt qu'on a en Martinique, je prends cet exemple-là parce que j'étais en Martinique, à développer les métiers techniques, par exemple sur l'entretien des bateaux. Ben, c'est certain que tout ce qui touche à ça, ici, il y a de quoi faire. Merci beaucoup pour cette réponse très, très claire, Monsieur l'ambassadeur. On va poursuivre avec une seconde question. Bonjour, pour les activités de formation, y a-t-il des spécificités pour la reconnaissance des diplômes et certifications françaises localement? Alors, ça, c'est une question qui est technique et sur laquelle il faudrait que je regarde en fonction du secteur qui vous intéresse. Mais il n'y a pas de problème à ce que si vous nous précisez le domaine exact auquel vous songez, on vous donne une réponse. Mais là, il faut partir dans les textes et il faut aller voir nos correspondants au ministère de l'Éducation. Mais il n'y a pas de problème, hein, si vous nous donnez le secteur précis ou le type de diplôme qui vous intéresse, on vous répondra. Et on peut le faire très vite. Merci beaucoup. Alors, je vais inviter notamment Madame Peter à réitérer les questions. De toute façon, enfin, pardon, à réitérer la demande de façon plus spécifique sur le type de formation dont elle parle. Et ce que je vous invite aussi à faire, alors, il y a pas mal de questions qui sont très précises et très techniques. Donc, je vois bien la main levée, vous inquiétez pas. Pour les questions très précises et techniques auxquelles nous ne pourrions pas répondre là tout de suite après-midi, nous les gardons et nous vous contacterons pour vous donner plus d'éléments. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur Marant. Oui, très bien. Bonjour à tous. J'ai une question. Vous avez parlé du domaine maritime, etc. Mais au niveau de Sainte-Lucie, est-ce qu'ils sont dans une démarche de décarbonation de tout ce qui concerne, comme on dit, l'énergie propre? J'ai pas entendu parler de ça. Alors, on y vient, mais on est vraiment au début. Le projet d'investissement que j'ai mentionné dans mon intervention, c'est celui d'Hydrogène de France. Et ça D'accord? consisterait ici à produire de l'énergie à partir des cellules photoélectriques, donc du solaire, en stockant ensuite grâce à l'hydrogène et Très en bien. leur distribuant une proportion assez significative de leur grid, puisqu'on viserait 25%. Il y a eu une intervention tout à l'heure qui a insisté sur le fait qu'on rentrait dans cette volonté de vouloir moderniser la production d'énergie ici. Clair, c'est clair, mais on en est vraiment au début. D'accord. Un des éléments qui le prouve, alors il est plus symbolique parce que ça n'est pas obligatoire, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de ministre chargé de la transition écologique ou de l'environnement. Ah, Vous ne trouvez pas de d'accord. ministère de l'environnement à Sainte-Lucie. Ce sont des compétences qui sont en train de se regrouper et un souci nouveau parce que aussi tous les financements internationaux auxquels ils accèdent, ils ont besoin d'avoir des correspondants administratifs spécifiques, ciblés. Et donc, le processus commence à arriver maintenant. Mais notre plus gros projet d'investissement, j'ai parlé de 150 millions de dollars, 150 millions d'euros, pardon, ce qui n'est pas rien. Ils sont en cours, ils sont en train d'acheter le terrain, ils ont la technologie à développer derrière. On est sur plusieurs années vraisemblablement de négociations. On est partie prenante à la décarbonation. Et je pense que Très là, bien. s'il y a des suggestions, nous, on sera heureux de les canaliser. Bon, voilà, parce que justement, nous sommes dans la décarbonation maritime, donc tout ce qui est propulsion électrique, ainsi que le système de piles à combustible à l'hydrogène. Donc, si tout ça est à ses débuts, ça serait peut-être le moment de se positionner également pour développer tout cela en même temps. Et en même temps, vous Il n'y a parliez aucun de... problème à ce que vous rencontriez les correspondants qui sont les correspondants dans les ministères qui vont bien, y compris le ministre d'ailleurs. Ça fait partie de ce qu'on va travailler maintenant avec la CCI parce que je pense que je peux me rajouter sans alourdir le programme, mais je peux me rajouter faire quelques suggestions de rencontres à Bon, l'intérieur ben, du ça serait programme parfait. de la dernière semaine de février. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire, si je peux me Merci. permettre. Monsieur Marant, comme Monsieur Populo l'a indiqué,
La mission de prospection, justement, tout l'intérêt, c'est de pouvoir aller identifier les interlocuteurs qui auront les réponses, oui, les réponses à vos questions. Et c'est tout l'intérêt de cette mission. Donc, je vous invite à vous rapprocher. J'ai laissé volontairement les différentes adresses mail de nos collaborateurs chambre, d'adresser vos questions et ce pour toutes les questions très techniques qui sont dans le chat et nous y apporterons des réponses et n'hésitez pas à vous inscrire également à cette mission de prospection si cela vous intéresse pour justement que l'on puisse identifier avec l'aide de nos collaborateurs des chambres, de la chambre de Sainte-Lucie notamment et que nous puissions organiser des rendez-vous B2B les plus pertinents possibles pour vous. Alors, il y a des mains levées. Je laisse la parole à Madame Lamont. Monsieur Selbonne prendra la suite. En fait, c'était au sujet du... Comment ça s'appelle? Pour l'achat d'un terrain à Saint-Lucie pour un projet, ça se passe comment? Puisque nous, Français, on n'a pas le droit d'acheter. Et je sais qu'il y a un processus à... Ah, pardon, je n'ai pas bien entendu le début de la question, mais j'imagine qu'elle s'adressait à moi. Est-ce que vous pourriez reprendre le début? Excusez-moi, je ne vous ai pas bien entendu. Alors, je voudrais faire un projet bed and breakfast. Donc, je voudrais savoir, pour l'achat de foncier, ça se passe comment? Alors, même chose que ce que je disais tout à l'heure. Là, je dois aller aux nouvelles. Je sais plein de choses au niveau général, mais à partir du moment où on va parler de domaines et de secteurs précis, c'est à nous d'aller chercher les bons interlocuteurs et de vous donner la réponse. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous formuliez votre question et nous, on va vous chercher la réponse qui va bien, y compris avec des interlocuteurs que vous pourriez recontacter derrière, bien sûr. D'accord. OK. Merci. Alors, il y avait Monsieur Selbonne, il y avait aussi Monsieur Aragas. Je ne vous ai pas oublié, Monsieur Aragas. Oui, bonjour. Stéphane Selbonne, j'aurais aimé aussi savoir quel était l'état du réseau urbain et du transport, euh, sachant qu'aujourd'hui nous sommes spécialisés dans la confection, le design de mobilier urbain connecté et de l'implantation de réseaux IoT sur les différents territoires. Le besoin, il est criant. Tout le monde peut le voir quand on se balade à Castries, et pas seulement à Castries, mais comme c'est en général le point d'arrivée, ou à Ouanora, si on va à Vieux-Fort derrière, ça sera le même constat. On est en retard de développement à Castries et d'une manière générale à Sainte-Lucie, c'est clair. L'état de la voirie n'est pas bon, l'état de la chaussée n'est pas bon. Quant à la signalétique et au mobilier urbain, il y a tout à faire. Et c'est vrai que quand moi je vais en Martinique ou en Guadeloupe, je change d'univers. C'est pas que je revienne dans quelque chose que je connais, c'est que je vois des signes de développement qui n'existent pas encore ici et donc qui sont à créer. Oui, c'est clair, en matière d'équipement urbain, de mobilier urbain, alors surtout quand on veut du connecté, et ça fait partie aussi de leur projet. Simplement, aujourd'hui, et ça ne vous surprendra pas, en matière de mobilier urbain, le souci numéro un, c'est la sécurité. Donc, avant de parler de signalétique et avant de parler d'éclairage, on parle de caméra. Ouais. Est-ce qu'il y a un problème d'ordre public clair? Le problème des homicides n'est pas une découverte quand on est en Martinique ou en Guadeloupe et qu'on regarde Sainte-Lucie. C'est un problème général dans toute la Caraïbe orientale, mais c'est particulièrement fort ici. Alors, c'est localisé. Je rassure celles et ceux qui veulent venir, on ne va pas leur couper la gorge dès qu'ils vont mettre le pied sur l'île. Mais en ce moment, la préoccupation sécuritaire dirige un petit peu les esprits vers autre chose. Mais à mon sens, il y a tout à faire. C'est très simplement dit, il y a tout à faire. On a quelques éléments intéressants en matière d'affichage publicitaire, mais c'est tout. Pour le reste, on est vraiment à partir de zéro. Donc, là aussi, moi, je m'offre à être l'intermédiaire pour vous faire rencontrer les responsables au niveau des villes. Mais il faut savoir qu'à Sainte-Lucie, les maires ne sont pas élus, ils sont nommés
ce qui nous simplifie aussi la vie en matière de contact administratif, puisqu'en fait, les maires ne sont que des fonctionnaires, et donc leur budget, leurs moyens, leurs priorités, ils remontent en termes d'organisation administrative vers un ministère à Castries. Et là, moi, je m'offre tout à fait à ce que vous rencontriez les interlocuteurs, bien sûr. D'accord, c'est un sujet qui va nous intéresser, nous, et je suis super intéressé par les réponses que pourraient apporter en fait les différents ministères et maires sur cette question du développement urbain et plus largement du transport urbain. Alors, D'accord. pour ajouter enfin, pour apporter un complément à ce que l'ambassadeur était en train de dire, vraiment en termes de transport public à Sainte-Lucie, c'est pas, ne serait-ce comme dans les départements français d'outre-mer où on a des cartes et il y a des billets qui sont émis dessus, c'est vraiment, il y a pas d'horaire de taxi, pas d'affichage digital, il y a des lignes de taxi existantes selon l'endroit où vous sortez, l'endroit où vous vous rendez, mais vous payez le chauffeur en espèces, vous levez la main, l'abri de bus n'existe pas, les arrêts de bus sont représentés par des panneaux sur lesquels c'est écrit bus stop et encore parfois ils n'existent même pas. Donc oui, en termes de transport public, il y a des vraies possibilités de développement. Donc, D'accord. c'est un feedback d'utilisateur du transport public à Sainte-Lucie. Merci beaucoup. Très important, très important. On espère avoir répondu tout de même à vos questions, Monsieur Selbonne. Et si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter Madame Lapuy, Monsieur Populo, pour faire le lien et vous inscrire, pourquoi pas, à la mission de prospection. Monsieur Aragas, c'est à vous. Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Bon, merci. Bonsoir d'ici de La Rochelle. Et merci pour l'organisation de cet événement et de votre accueil. Je suis avocat et solliciteur membre de la Law Society de Londres. Et je travaille avec les deux systèmes, droit français, droit anglais, et avec les deux pays. Et ma compagne est à Sainte-Luce, en Martinique. Je vous appelle pour en fait poser la question, entre autres questions, notamment institutionnelles, sur les deux systèmes juridiques qui m'intéressent, système mixte de Sainte-Lucie, aspect pratique sur la prévention des conflits ou la résolution des conflits en matière commerciale pour les entreprises, la technique de l'arbitrage. Y a-t-il, en lien avec l'activité de la CCI et de la CMAM, notamment des passerelles ou des connexions, des rapports avec l'arbitrage, la pratique de l'arbitrage interne ou international à Sainte-Lucie, à votre connaissance? Et est-ce ou serait-ce un besoin ou une réponse, une façon de répondre à certaines problématiques pour les entreprises, qu'elles soient françaises ou saint-lucéennes, de manière générale? Je comprends que la question s'adresse d'abord à la CCI. Oui, alors Monsieur Aragas, nous pouvons déjà identifier un interlocuteur qui évolue dans l'arbitrage international, c'est le centre CARO. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le centre CARO OADAC, qui est le centre d'arbitrage régional et qui est du coup en plein développement dans la région Caraïbes. Nous travaillons avec eux, la Chambre de commerce et d'industrie, les trois chambres de commerce travaillent avec eux. Et donc, ils développent un réseau d'avocats spécialistes de l'arbitrage international. L'idée, c'est de pouvoir apporter une assistance aux entreprises régionales, caribéennes, dans le cas de conflits commerciaux. Donc, c'est exactement ce que vous avez indiqué. Donc, c'est un premier acteur que l'on peut, avec certitude, identifier dans ce domaine. Là encore, il est possible de vous mettre en relation si vous le souhaitez. C'est l'acteur, en tout cas, Oui. principal que je peux citer aujourd'hui. Et vous avez le contact dans Eh le bien, chat. écoutez, je vous remercie. Madame Goubin-Carne de la CCI Guadeloupe. Alors, entendu, je vous remercie. La ligne coupe un peu, mais je relève les contacts et je vais prendre attache. Et puis, je voulais poser une question à Monsieur l'ambassadeur en ce qui concerne la représentation française. Quelle est
la présence française est-elle ancrée de longue date? Est-ce qu'elle se développe? De quelle manière? Et euh, a-t-elle vocation à permettre de tisser des liens plus forts avec la Martinique, notamment? Alors la réponse, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Les grands investisseurs sont là. Les petites et moyennes entreprises, à mon avis, beaucoup moins. Et c'est là qu'il faut qu'on agisse. Alors nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de faire une approche de petits pas qui consiste aujourd'hui à lancer, et évidemment c'est un début, mais il est lancé une négociation commerciale sur un certain nombre de produits pour montrer que entre Martinique et Sainte-Lucie, de manière spécifique, on peut aujourd'hui abaisser les barrières douanières, passer l'obstacle auquel correspond l'octroi de mer et un certain nombre de choses, et essayer de développer les liens en matière de produits. La présence française, moi j'ai une expérience du Pacifique Sud où elle était déjà problématique en soi et historiquement contestée. Ce n'est pas du tout le cas ici. Si dans la question il y a est-ce que c'est un problème d'être français à Sainte-Lucie, la réponse est absolument pas. Et je dis bien absolument pas. Et j'assimile pas présence française à Martiniquais ou Guadeloupéen, c'est tous azimuts. Vous me voyez porter des bretelles tricolores, c'est pas parce que j'ai un problème d'identité, c'est parce que ça me permet d'être repéré facilement. Et donc, j'ai aucun problème à montrer mes couleurs et à les afficher n'importe où dans l'île. Mais on a du boulot. On a du boulot parce que les chiffres que j'ai cités tout à l'heure, ils sont ridiculement bas entre la Martinique et Sainte-Lucie, par exemple. On devrait avoir un environnement régional beaucoup plus présent. Et donc, notre action à nous, elle est de dire, mais venez absolument. Moi, je vais ajouter une seule chose à ce qui a été dit sur Caro, parce que j'avais la même référence, c'est un nom, Marie-Camille Piton. Il faut contacter Marie-Camille, elle vous guidera. Et elle vous dira tout le potentiel qui existe. Voilà. Mais moi, j'incite à ce que 1000 fleurs fleurissent, 1000 initiatives s'épanouissent. On a besoin des gens. Alors, ayant dit ça, on a un problème classique, c'est que dans la communication, je veux dire la communication physique, les transports, ce qu'on appelle aujourd'hui l'interconnectivité, les anglophones s'intéressent aux anglophones et les francophones aux francophones. C'est-à-dire que les liaisons aériennes sont très bonnes entre les îles anglophones, mais pas entre nous Antilles françaises et Antilles anglophones ou Antilles néerlandaises. Antilles néerlandaises, ça va un peu mieux parce qu'on est au nord. Mais nous, comme l'a dit tout à l'heure l'intervenante située au milieu, la grève et la disparition d'Air Antilles nous a fait très mal. On n'a plus de liaison aérienne directe. On a toujours la liaison maritime à travers l'Express des îles et le Capo Rosso. Et heureusement que les bateaux sont là. On les utilise nous-mêmes très souvent. Mais il nous manque une liaison aérienne. Donc, je ne vous cache pas qu'un des travaux importants pour l'ambassade et pour l'ambassadeur, c'est d'essayer de développer maintenant des liaisons aériennes entre nos Antilles, entre guillemets, ce n'est pas un possessif, c'est de l'identitaire, et la partie anglophone. Ça nous manque terriblement. J'imagine qu'on pourra prolonger l'échange. Sans problème. Merci, Monsieur Aragas, pour vos questions. Merci, et Monsieur l'ambassadeur. Pour vos réponses. Je complète aussi que vous avez cité Marie-Camille Piton et Madame Solène Balaguette, qui est sa collaboratrice, est parmi nous cet après-midi également. Donc, Monsieur Aragas, si vous voulez d'ores et déjà voilà, prendre contact et échanger avec Madame Balaguette, elle fait partie des participants de Avec grand plaisir. Voilà. Alors, Merci. il est difficile de répondre à toutes les questions parce que certaines sont très précises et techniques et Monsieur l'ambassadeur et nous-mêmes n'avons pas forcément toujours les réponses tout de suite. Par contre, il y a des demandes de notamment Monsieur Joël Douao qui précise qu'il est dans le secteur de la communication, graphisme et publicité et qui demande comment trouver ses potentiels clients. Très concrètement,
transmettez-nous par mail votre demande et l'idée, c'est de pouvoir aussi, lors de la prochaine mission de prospection, identifier en fait les potentiels clients. Donc, vérifier avec notre réseau sur place si c'est un secteur d'opportunité, en l'occurrence la communication, et si c'est le cas, ben, c'est notre mission de pouvoir trouver des interlocuteurs pertinents. Merci, Monsieur Ragas, pour vos coordonnées. Alors, je fais le tour des questions pour voir si certaines sont plus générales. Auquel cas, nous prendrons votre attache individuellement. Je crois que l'on peut clôturer, sauf si quelqu'un souhaite prendre la parole. Une dernière petite question, éventuellement. Merci Solène et Raïssa pour les informations dans le chat. Donc, il y avait des questions aussi sur la situation du marché immobilier en ce moment à Sainte-Lucie. Là encore, c'est peut-être, vous n'avez peut-être pas la réponse tout de suite, Monsieur l'ambassadeur. Donc, je pense que l'on peut… Il y a une demande de parole de Monsieur Benabou. Ah, je n'avais pas vu. Monsieur Benabou, je vous invite à ouvrir votre micro. Ah oui. Allez-y, excusez-moi. Bonjour, oui, bonjour. Merci de m'autoriser à parler. Je me présente, je suis Laurent Benabou, je suis chef d'entreprise en Martinique depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc, je dirige une agence digitale dans le web. On a aujourd'hui 7 salariés et on est basé uniquement sur la Martinique en termes de ressources humaines, en termes d'employés. Au moment où je vous parle, moi, je suis situé en Île-de-France, à Ivry-sur-Seine. Donc, je dirige l'entreprise à distance depuis une dizaine d'années, bien avant le télétravail du Covid. Et on a des clients donc, fortement sur la Martinique, mais aussi en Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Donc, le côté rayonnement, on s'y intéresse vivement et on voit la possibilité. On a des clients sur la France métropolitaine, on a même un client sur le Cameroun. Donc, vraiment, on voit qu'il y a des possibilités, surtout dans notre domaine du digital. Et quand j'ai vu donc Sainte-Lucie, ça m'a beaucoup parlé, étant anglophone, donc étant bilingue, ça donne des perspectives. J'ai 2 questions donc pour Monsieur l'ambassadeur. La première, c'est comment est perçu, comment sont perçus des entrepreneurs martiniquais ou guadeloupéens qui viennent faire du business à Sainte-Lucie? Est-ce qu'il y a une perception qui est positive? Est-ce qu'elle est la même que si c'est une entreprise qui viendrait, par exemple, de Grande-Bretagne, puisque historiquement, ils ont quand même un attachement fort avec la Grande-Bretagne. Donc, est-ce que c'est la même perception que si c'est une entreprise britannique qui viendrait faire du business sur place ou nous? Est-ce qu'elle est différente? Si oui, comment? Et puis, mon autre question, en effet, elle est plutôt personnelle, c'est voilà, est-ce que en termes de site internet, de digital pour les entreprises locales, est-ce que il y a des choses à faire? Est-ce qu'il y a un marché dynamique là-dessus? Voilà. Alors, en ce qui concerne la première question pour répondre à Laurent, si on fait le total des ressortissants français, et quand je dis français, il y aura forcément une grosse majorité venue de Martinique et de Guadeloupe, mais surtout de Martinique, on doit être 800 ou 900. Les purs Britanniques toujours présents sur l'île sont 8000. Les binationaux britannico-saint-luciens sont probablement 24 ou 25 000. Donc déjà, dans l'imprégnation culturelle, on ne pèse pas la même chose, c'est clair. Maintenant, je parle de différence ou d'altérité, et au sens positif du mot altérité, c'est-à-dire autre chose, mais je ne vois rien de négatif. Je pense que, surtout dans le secteur que vous incarnez, on est vu de façon très positive. Et donc, c'est largement le fait, notamment de maîtriser la langue, parce qu'il faut toujours commencer par ça. Il faut parler la langue, à Rome, il faut parler la langue des Romains, et donc à Saint-Lucie, il faut parler, si on peut, le créole, ça c'est très bien, et évidemment l'anglais. Donc, à partir du moment où vous êtes à l'aise dans leur langue, les portes s'ouvrent. Mais il faut le dire et le redire parce que c'est quelque chose de très important. Moi, il se trouve que j'ai une épouse britannique et ça ouvre des portes infinies simplement parce que la spontanéité dans l'expression fait que vous avez une qualité dans l'interlocution et dans les contacts qui n'existe pas si
on doit utiliser le truchement d'un interprète ou d'une interprète. Donc, aucun problème de ce côté-là. Et si l'ambassade cherche à faire une chose, c'est à faire en sorte que nous soyons attirants et qu'on n'est pas attirant uniquement pour les châteaux de la Loire et la cuisine, même si la cuisine, c'est quelque chose de très important. On est beaucoup plus intéressé à leur expliquer qu'en matière de technologie, en matière de digital, de 3.0 ou de 4.0, on est présent là aussi, on a des choses à leur offrir. Donc, venez, encore une fois, moi j'incite à dire venez. Sur le digital, immense curiosité. On n'est pas dans un pays différent. Je pense que les gens vivent aujourd'hui avec leur smartphone. Je pense que les réseaux sociaux sont extraordinairement actifs. C'est ça la société civile aujourd'hui. Elle n'est pas dans les journaux. Il y a plus de journaux ici, ou très peu. Mais en revanche, sur la toile, ça communique énormément. Les premiers ministres, les ministres des Affaires étrangères, c'est sur WhatsApp qu'ils nous appellent. C'est sur WhatsApp qu'on échange et c'est sur WhatsApp qu'on se passe de la documentation. C'est comme ça. Et donc, ce qui est vrai pour eux l'est encore plus vrai pour les générations qui montent. Le quart de la population de Sainte-Lucie a moins de 25 ans et l'âge moyen ici est de 38 ans. Donc, pour une génération que vous connaissez et plus jeune que vous, le marché, il est immense. Et sur le design et sur tout ce qui peut être… Enfin, je veux dire, ce à quoi s'applique le digital ici, et ça va jusqu'à l'intelligence artificielle, évidemment, ou les applications d'intelligence artificielle, l'avenir est vaste. Superbe. Merci beaucoup. Je vais laisser Monsieur Annette également qui souhaitait intervenir sur cette question. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai eu une expérience dans l'alimentation depuis plus d'une trentaine d'années sous Sainte-Lucie. Je rappelle que j'avais le magasin à Rodney Bay qui s'appelait le Marché de France. J'ai travaillé avec une société ADMAC qui fait des produits français, Lactalis et de la charcuterie difficilement. Alors, ma question serait la suivante. À quand la charcuterie française sur Sainte-Lucie, qui est très prisée, surtout en cette période de fête? Parce qu'elle est carrément sur la négative liste de Sainte-Lucie, impossible de faire entrer des produits de charcuterie qui sont, bien entendu, les meilleurs du monde, pour moi. On est en plein dedans. On est en plein sur les importations de conserves de porc. On est en plein sur… Et les événements de Noël vont relancer les choses. On est exactement là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose d'assez simple. Le ministre de l'Agriculture, M. Prosper, lui, il voit un partenaire commercial de proximité qui s'appelle le Brésil, qui lui dit « Mais tout ce que les Français vont vous faire venir de milliers de kilomètres de loin, ou même de Martinique, moi je fais beaucoup plus fort en quantitatif et beaucoup moins cher. » Et donc, on a une naturelle préférence pour le partenaire régional. C'est là aussi où la Martinique et la Guadeloupe doivent jouer leurs cartes, évidemment, qui fait que le gros partenaire brésilien, évidemment, il est impressionnant. Il arrive avec une connaissance du terrain, il arrive avec des chiffres, il arrive avec une langue qui est en progrès dans la zone, qui est l'espagnol, même si en l'occurrence, c'est plutôt le portugais pour les Brésiliens. Et donc, on a à faire valoir des éléments qualitatifs, des éléments très spécifiques, des niches de marché et des marchés de niche. Mais ça, ce n'est pas un problème. Sur les sujets qui vous intéressent, et c'est pour ça que c'est mieux de venir nous voir sur des points très précis, très particuliers. Les grandes généralités n'intéressent personne et certainement pas vous. Mais sur vos domaines, dans vos secteurs, sur des points très précis, on est en train d'agir. Sur le port, on est en train de bâtir une mission du ministère de l'Agriculture Saint-Lucien pour venir à Paris, explorer la filière, se rendre compte de la qualité de ce qu'on produit, avoir les contacts avec les professionnels, avec les exportateurs et avec les importateurs ici. Voilà, on est en chemin là aussi. Mais ce qui est clair, c'est que si on regarde simplement l'échelon régional, on n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut faire. On est très, très en arrière de la main. Donc, my job is to tell you you're welcome, mostly welcome, absolutely welcome, all the time, everywhere. Ambassadeur. Merci beaucoup. Alors, il y avait une question. Merci. Une question?
Oui, il y a une question de Frédéric Galland, je crois. Oui. Et de M. Blaze aussi. Alors d'abord Monsieur Galland et ensuite Monsieur Blaise. Oui, bonjour, merci de prendre ma question. Moi, je suis en Guadeloupe et je travaille à développer l'aquaponie en fait au niveau de nos territoires. Donc, j'étais lauréat, enfin, j'étais finaliste de l'innovation outre-mer pour la Guadeloupe récemment. Et en fait, je voulais savoir, comme l'ambassadeur a évoqué qu'effectivement 90% de l'alimentation était importée et qu'il y avait des opportunités par rapport à tout ce qui était aquaculture. Donc là, c'est de l'aquaculture terrestre, c'est pas en mer. Mais est-ce que vous avez connaissance d'intérêts ou de projets sur le sujet de manière à pouvoir travailler à développer des modèles de production autonomes sur ces territoires également? Alors, il faut que j'aille en exploration parce que c'est pas une réponse de diplomate, c'est une vraie réponse. Vous auriez demandé à la Barbade, je vous aurais dit tout de suite où aller et qui voir, mais pas en aquaponie encore à Sainte-Lucie. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas, ça veut dire qu'il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait rien du tout parce que ça se répand énormément aujourd'hui, mais il faut qu'on puisse identifier. Donc, à nouveau, je prends note du besoin et on va lancer nos grappins et envoyer nos têtes chercheuses. Je vous remercie. Monsieur Blaise? Monsieur Blaise, vous avez une question? Sinon, on peut passer à Monsieur Marin. Oui, merci de donner la parole. Donc, Antoine Marin, Société Cotram Assainissement. On est concepteur et constructeur de stations d'épuration et de traitement des eaux en général. Donc, on travaille principalement dans le cadre de marchés publics sur les Antilles Guyane. Les processus d'appel d'offres sur Sainte-Lucie se déroulent de quelle manière? Est-ce que c'est des appels d'offres Est-ce que c'est des appels à candidature? Est-ce que c'est des appels d'offres locaux? Est-ce que c'est ouvert à des projets internationaux? Et est-ce que dans ces types d'appels d'offres, ils demandent des programmes de financement de l'AFD ou je ne sais quel organisme extérieur? Ou est-ce qu'ils se chargent de cette partie financement de leurs opérations? Non, ils ne se chargent pas de leurs opérations, ils recherchent des programmes de financement et ils y sont très ouverts. Simplement, il faut se manifester au bon moment et c'est là que notre difficulté se trouve. C'est que la publicité sur les tenders ou les procurements, ce n'est pas évidente aujourd'hui. Ils sont en processus de réforme. Mais dans le secteur que vous représentez, et je ne savais pas que vous interviendriez aujourd'hui, moi, je fais déjà de la publicité, c'est-à-dire que je m'étonne du fait qu'on ait un cycle de l'eau aussi pauvre à Sainte-Lucie et en particulier à Castries. Il y a un véritable problème d'épuration, il y a un problème de traitement des déchets, il y a un problème de valorisation des déchets. Tout finit dans la mer à un moment et avec des contraintes démographiques et urbaines où ça ne devrait pas être le cas. Donc vous êtes dans un secteur où là, avant même que vous vous manifestiez, nous, on témoigne. Et quand je dis nous, ce n'est pas seulement moi, hein, ma collègue britannique, mon collègue américain font la même chose, de leur dire, mais en matière d'épuration, vous êtes très, très en arrière de la main. Et il y a des financements internationaux pour ça de plus en plus, très clairement. Donc moi, ça m'intéresse de vous amener par la main. Je sais exactement qui vous devriez aller voir. On a rencontré des personnes déjà, mais voilà, il y a une inertie qui est assez longue. C'est pour ça qu'il faut passer au niveau politique. On est d'accord. Voilà. Mais le besoin, il est de plus en plus criant. Il s'exprime dans les réseaux sociaux, il s'exprime dans les contacts directs, il s'exprime aussi dans les contacts avec les responsables politiques. Ils s'en rendent compte. Alors, comme c'est très technique, et pas forcément le plus porteur électoralement, c'est toujours remis au lendemain. Mais là, maintenant, et on rentre aussi dans la logique qu'on évoquait tout à l'heure avec la décarbonation, les transitions interviennent. Les transitions énergétiques, les transitions climatiques obligent à faire beaucoup de choses et tout arrive en même temps. Mais ça, c'est le choix des politiques, ou c'est le devoir des politiques en tout cas de faire des choix. Vous représentez un secteur sur lequel, à Castries, à Vieux-Fort, en tout cas pour les deux agglomérations principales,
Il y a des besoins immenses. Et ça, on les avait identifiés. Mais pourtant, ils n'ont pas de ministère. Ce que vous disiez, c'est qu'ils n'ont pas Non, de non, ministère non. de l'environnement. Et Ils n'ont c'est pas aussi de... ça qu'on essaye d'aider, c'est-à-dire de leur conseiller sans arrogance, sans prétention, d'avoir le dispositif public qui permette véritablement d'aider le business et véritablement de lancer les projets et de bien les gérer. Et on a un sujet gouvernance publique qui est réel, de la même manière qu'on a à les aider à améliorer le management aussi de leur société privée. Donc, on ne peut pas tout faire évidemment au même moment, mais en matière de gouvernance publique, clairement, il y a un manque aujourd'hui, un manque de correspondants. Donc, si on veut parler infrastructure, on a un ministre. Si on veut parler investissement, on en a un deuxième. Le tourisme et les investissements sont regroupés, mais le ministre de l'économie, c'est le Premier ministre. Et donc, voilà, en fonction du problème qu'il y a ou du secteur dont on parle, il faut chercher les bons interlocuteurs. Et savoir qu'on part pour a long haul, comme on dit en anglais, hein, un long trajet. Mais voilà, je pense que 100% de ceux qui ont réussi ont tenté. Exactement. Et ben, on prendra attache auprès de vous pour pouvoir aller sur la Bienvenue. politique. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour toutes ces informations. Ça a été très, très riche. Ça fait maintenant 1 heure que nous sommes connectés, donc nous allons clôturer cette rencontre. Pour toutes les personnes qui ont peut-être des questions auxquelles nous n'avons pas répondu par manque de temps, nous vous invitons à les transmettre par écrit à tous les contacts que vous voyez affichés à l'écran, les contacts de la CCI Martinique, CCI Île-de-Guadeloupe et CCI Guyane. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour la mission commerciale que nous organisons de façon mutualisée Antilles-Guyane du 25 février au 1er mars prochain. Les informations sont en ligne sur le site de la Chambre de commerce de Martinique. Et vous avez un formulaire à compléter si vous souhaitez ensuite être contacté par l'une de nos conseillères pour ensuite avoir un entretien qui permettra de valider votre participation à cette mission ou en tout cas à minima de vous apporter les éléments dont vous avez besoin rapidement. Alors, vous pouvez vous connecter, excusez-moi, sur le site de la Chambre de commerce. Vous aurez les informations vers le formulaire d'inscription. Si vous avez la moindre difficulté, n'hésitez pas à nous contacter également par mail. Je vais remercier Monsieur l'ambassadeur Francis Etienne pour toutes les réponses apportées. Sans nul doute qu'il fera aussi partie de cette mission en tant qu'étape. En tout cas, je l'espère. Je remercie Monsieur Annette pour son témoignage en tant que chef d'entreprise. Je remercie aussi l'équipe de la CCI Martinique, donc avec Madame Lapuy et Monsieur Populo. Je remercie aussi Madame Kern, excusez-moi d'ailleurs pour la coquille sur le nom, c'est bien Kern, Goumin Kern, et Madame Boga-Bonhomme et Madame Calu de la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane. Merci à tous. Nous restons disponibles pour répondre à vos questions. Merci. Et bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.